Au quotidien, j'aime bien programmer, j'aime bien passer du temps à résoudre des problèmes, j'aime bien comprendre comment une application, un logiciel ou un jeu fonctionne. Souvent c'est assez marrant et plutôt gratifiant, mais parfois programmer, c'est chiant. Il y a des problèmes partout, que ce soit lié au code et ses bugs, ou à des éléments extérieurs. Et quand bien même, je cherche régulièrement de nouveaux projets à réaliser. Quel tuto je peux faire? Quel langage je peux apprendre? Est-ce que j'ai une petite idée de jeu qui traîne dans un coin de ma tête? Et dans certains cas, le projet vient directement à moi. Il y a quelques temps, Maruuru est venu me voir avec une idée plutôt intéressante. Lorsque l'on apprend quelque chose, il y a 1001 manières de s'y prendre. Si on prend le cas classique des révisions pour un contrôle, on peut prendre par exemple la solution de lire sa leçon en boucle. Même si on l'a tous fait, au final, on le sait tous, ça sert presque à rien. On retient rien du tout, c'est trop passif et on s'intéresse jamais vraiment au fait d'apprendre pour retenir quoi que ce soit. C'est vraiment une méthode que je qualifierais de nul à chier. On est là, assis, à regarder du papier, tout comme un zombie dégénéré regarderait un mur griffonné. C'est comme quand tu lis un livre. Si tu te contentes de le lire, tu oublies presque tout dans la foulée. C'est pas parce que tu lis que tu assimiles vraiment ce qui est écrit. Mais heureusement pour nous, il y a quand même d'autres manières d'apprendre. Comme la méthode qui nous intéresse aujourd'hui, et qui accessoirement a motivé ce travail, la méthode des flashcards. Visiblement, c'est une méthode plutôt efficace d'apprentissage, qui a d'ailleurs eu l'occasion d'être confrontée plusieurs fois à la méthode traditionnelle de lecture presque stupide de la leçon. En gros, la lecture d'une leçon comme un zombie, on connaît tous. Mais comment ça se passe pour une flashcard? L'idée est très simple. Sur une feuille, d'un côté tu écris ta question, et de l'autre côté, tu vas écrire la réponse à cette question. Et ce qui est génial dans cette méthode, c'est qu'on est toujours actif. Dans un premier temps, il faut être actif dans la création de ces cartes, donc on prend le temps de lire et d'écrire diverses notions, c'est déjà une amélioration de la méthode zombie lecteur de cahier, et ensuite, t'es contraint de te poser la question avant même de retourner ta carte et d'obtenir ta réponse. Et c'est ça qui fonctionne dedans. T'es constamment actif dans tes révisions. Tu vas par toi-même chercher la question. Tu vas par toi-même chercher la réponse. Une fois que t'as ta carte, tu réfléchis par toi-même à la réponse. Et même là, tu dois faire une dernière petite action quand même pour pouvoir obtenir vraiment la validation à ta réponse. C'est l'action de retourner ta carte. Et c'est tout ce processus qui te permet de retenir sur un plus long terme. Surtout si tu répètes cette action régulièrement. Si t'es trop passif et que t'attends toujours que la réponse vienne à toi, t'apprendras jamais rien. En même temps, si on se contente juste de te balancer la réponse à la gueule, bah tu vas pas faire l'effort de le retenir. T'as fourni aucun effort pour pouvoir l'avoir, cette réponse. Donc, tu n'as probablement pas une mauvaise mémoire, c'est juste que finalement, elle est pas stimulée du tout. Et si t'es pas actif, tu vas juste finir par t'ennuyer et t'endormir sur ta lecture. Pour l'application, le but c'est tout simplement de recréer ce système de flashcards. Comme ça, on oublie tout le côté fastidieux de découpe pour que chaque carte soit au même format, tout en récupérant régulièrement du papier. Là, on va le faire directement sur son téléphone. Comme ça, tout est au même format, sans se prendre la tête sur des éléments qui servent pas vraiment à l'apprentissage. Et on peut concentrer nos efforts sur le fait d'apprendre. Bien sûr, avant de me lancer dans le développement, je ne savais pas vraiment ce qui allait m'attendre. Donc j'ai accepté bien gentiment auprès de Maruuru de pondre ce que l'on appelle un proof of concept. En gros, c'est une version vraiment très simpliste de l'application. C'est la version la plus basique possible du fonctionnement. C'est la version 0.001. J'ai donc accepté de fournir une version qui devra contenir le strict nécessaire à la création de flashcards. En somme, un système basique mais fonctionnel. Comme ça, à partir de cette espèce de prototype, on pourra implémenter plein d'autres éléments si jamais l'application intéresse. Et malgré le travail que j'avais à ce moment-là, je pensais que je pourrais faire cette base d'application assez rapidement, genre en quelques jours de développement. 2 semaines tout au plus, en comptant le temps de me remettre correctement dans le bain. Mais ça n'a pas tout à fait été le cas. Les choses se sont déroulées légèrement différemment de ce que j'avais anticipé à la base. Pour se lancer dans un projet, il faut plusieurs choses. Au niveau du visuel, donc ça va être pour tous les écrans de l'application, et pour une partie des fonctionnalités à implémenter, j'ai pas vraiment besoin de me casser la tête moi-même, puisque pour cette fois, quelqu'un s'en est occupé à ma place. Par contre, il faut quand même que je définisse sur quelle technologie je vais travailler, donc je dois savoir quel langage je dois maîtriser, et sur quel outil je vais pouvoir développer. Des logiciels pour créer des applications, il y en a plein. Pour en citer quelques-uns que je connais, il y a par exemple React, pour le coup lui je le connais que de nom, mais il semble assez polyvalent, SwiftUI, qui permet de faire des applis spécifiquement pour iOS, Android Studio, là pour le coup c'est pareil, mais pour Android du coup, ou encore des outils comme Unity 3D qui permettent de générer des logiciels et des jeux pour plein de plateformes différentes. Comme je suis pas vraiment tout seul sur ce projet, j'ai plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, c'est presque une commande que je cherche à réaliser, donc j'essaye de me conformer au maximum aux demandes qui me sont formulées, parce que l'origine du projet, encore une fois, ça vient pas de moi. Ensuite, potentiellement, Maruuru doit pouvoir intervenir sur le code. Donc, dans l'idéal, il faut pas que ce soit un langage que je sois le seul à maîtriser. Et c'est cette condition
qui m'a fait préférer l'outil que Maruuru utilise déjà, le logiciel de développement de jeux vidéo Unity 3D. Je suis pas du tout un expert sur ce logiciel, mais j'ai pas eu besoin de très longtemps pour me remettre au développement en C#, même si j'y avais pas touché depuis quelques mois. En quelques jours, j'ai pu commencer à proposer une toute première et incomplète version, donc elle est dégueulasse, mais l'objectif c'est plus de se pencher sur la logique que de penser directement à la beauté du bordel. Donc j'ai juste commencé à me pencher sur la manière de stocker de la donnée dans une base de données. Puis à la manière de lire cette information pour pouvoir l'afficher à l'utilisateur final. Et tout ça au sein de Unity 3D, chose que j'avais pas encore eu l'occasion de faire jusque-là. Et dans cette vidéo, on va devoir en reparler des bases de données. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que tout allait bien. Je commençais à recevoir les images d'une version bien plus aboutie par mail, plein d'écrans différents avec plein de fonctionnalités qui ont été imaginées, tout un tas de visuels édités de développement, il y a toute une architecture et un design qui ont été pensés en amont, c'était plutôt cool, j'avançais bien, j'étais vraiment content de travailler un peu en équipe en plus. Du coup, mon premier objectif, c'était clairement de pondre le proof of concept en 2 ou 3 jours, puis de commencer à travailler sur quelques améliorations juste après. Et j'avais l'air vraiment bien parti pour y arriver. En tout cas, j'étais plutôt confiant à ce sujet. Sauf que si c'était le cas, cette vidéo là que je suis en train de faire, elle aurait dû sortir il y a déjà quelques mois. Même si cette version sur Unity n'est pas belle, je suis parfaitement au courant, elle a un principe de base qui fonctionne, celui d'enregistrer une question et de l'afficher plus tard si on sélectionne une carte précise. Mais comme dans toutes les histoires, il y a des galères, les miennes ont commencé fin mai. Après avoir entamé la création de MemoBoost, il y a plusieurs choses qui ne vont clairement pas. Le premier problème, c'est Unity en lui-même. Depuis la fin de l'année dernière, le logiciel était dans la tourmente à cause d'un choix marketing un peu douteux vis-à-vis du grand public. Même s'il est de base disponible gratuitement dans les grandes lignes, il faut bien que l'entreprise qui est derrière touche un petit peu d'argent d'une manière ou d'une autre. Sinon, comment on va payer Robert, le développeur employé le mois dernier, qui a déjà commencé à travailler sur diverses améliorations de la lumière? Bon, je te passe les détails, mais il y a plein de manières différentes de se rémunérer avec un tel outil. Mais il y a quelque chose qui a plu à personne. Ce qui était proposé, c'était que passer un certain chiffre d'affaires grâce à l'outil Unity, chaque nouvelle installation devait coûter de l'argent aux développeurs. En gros, si ta boîte tire plus de 200 000 $ de revenus grâce à ce que tu as créé avec Unity, donc que ce soit des jeux ou des applications, à chaque fois que quelqu'un va installer un de tes produits, ça va te coûter de l'argent. Et ça, même avec une application que tu proposes gratuitement. Donc sur le long terme, ça pourrait te coûter énormément de développer avec leur outil, sans forcément te rapporter d'argent. Et ça, c'est ce qui a entraîné une énorme fuite vers tout un tas d'autres outils, donc au profit d'Unreal ou de Godot notamment. Et même si l'entreprise derrière Unity a fini par revenir sur ce terme il y a déjà quelques semaines, pour beaucoup c'est trop tard, la confiance est déjà brisée. Bon, en tout cas, ça c'était l'un des paramètres qui a fini par complètement motiver mon changement de plateforme pour développer l'application. Donc à partir de là, j'allais devoir tout recommencer sur un autre outil, et pour faciliter la transition, c'est sur Android Studio que j'ai atterri. Vu que je connais déjà un peu, ce sera un petit peu plus simple pour moi. Android Studio, c'est aussi un logiciel de développement d'applications. Bon, il est assez peu utilisé pour le jeu vidéo, mais c'est pas impossible d'en faire avec. Son principal avantage, c'est que c'est l'outil de base proposé par Google pour pouvoir développer sur Android, qui est aujourd'hui le système d'exploitation pour smartphone le plus populaire dans le monde. Bon, je te passe aussi les détails, mais en gros, la gestion des versions plus récentes comme plus anciennes pour Android, elle est grandement simplifiée par le fait d'utiliser cet outil. Vu que c'est développé directement pour Android, forcément c'est directement plus adaptatif. Et si jamais, dessus il y a 2 langages de programmation possibles, le Java ou le Kotlin. Le Kotlin, je sais pas comment ça se prononce, mais dans mon cas, j'ai choisi le Java. Mais même en reprenant de zéro une première fois, j'en ai pas pour très longtemps à tout remettre en place avec mon nouvel outil. Par contre, ça m'a quand même coûté un petit peu de temps. Et comme à ce moment-là, j'essayais quand même d'uploader 2 shorts par semaine, chercher, écrit, tourné et monté par mes soins, c'est toujours un petit peu plus de temps qui fout le camp. Toujours en parallèle, le lundi 27 mai, j'ai été contacté pour réaliser un travail en tant que freelance. Comme j'en ai pas tous les jours, j'ai décidé d'accepter. Parce que c'est bien beau tout ça, mais sur cette application, je code gratuitement. Donc, à un moment donné, faut bien trouver de quoi pouvoir manger. En plus, le projet était super intéressant, donc après avoir bien entendu mis au courant de la situation, je me suis donc mis à travailler sur ce projet en priorité. Mais, le 31 mai, j'ai reçu un colis concernant un placement de produit pour la marque Kent Faith. Placement de produit pour lequel il m'a été demandé de faire une vidéo en moins de 3 semaines. Ce qui, pour moi, est vraiment court comme délai, parce que je mets quand même 30 ans à pondre la moindre vidéo. D'ailleurs, si jamais la création de vidéos ou la photo t'intéresse, j'ai toujours un code de promo chez eux. En plus, c'est quand même des outils qui sont vraiment cool pour les créateurs. J'utilise toujours le trépied juste
là quoi. Vous le voyez pas évidemment, mais il est là. Si jamais c'est pas un vrai placement de produit, je suis pas payé pour dire tout ça, mais à l'occasion du Black Friday, donc avec des grosses promotions allant jusqu'à moins 90%, et ben en plus de ça, Ken Fay fait un petit partenariat avec Marvel. C'est quand même pas déconnant. Donc avec Marvel et Kraven the Hunter. Si jamais ça t'intéresse, je te mets tout en description, et je rappelle quand même que j'ai pas été payé pour dire ça. Si on en revient à mes projets, j'ai donc cette application, ce nouveau projet freelance qui me prend quand même un certain temps, et ce partenariat. Donc, bien sûr, c'est cool, hein, j'ai du boulot, je vais pas m'en plaindre, mais c'est super condensé, parce que je dois faire tout ça en moins d'un mois. Et même si j'ai dû mettre de côté pendant quelques jours le développement de l'application, globalement, j'avance plutôt bien. Mais hasard du calendrier, le jeudi 6 juin, à ce moment-là, j'ai encore tout en parallèle, les jours défilent mais j'ai encore rien achevé, et je reçois une nouvelle demande de projet freelance. Projet que je dois finir avant la fin du mois, lui aussi. Sachant que je l'ai pas dit ouvertement, mais j'étais censé finir l'application avant le 30 juin. J'ai charbonné comme j'ai pu pour répondre aux demandes de tout le monde, j'ai fini largement dans les temps pour tout, sauf pour l'application. Et pour mes vidéos, pour lesquelles je suis vraiment très en retard. Donc je dois de nouveau charbonner pour pondre plein de vidéos au format short, et essayer progressivement de reprendre un petit peu d'avance. Le 10 juin, j'arrive à envoyer à peu près tous les documents pour le premier projet freelance. Le 14, j'arrive à envoyer les documents pour le second projet freelance. Le 20, j'arrive enfin à poster la vidéo. Bon, elle a un peu été faite dans l'urgence, et même si j'aime toujours le produit, sinon je l'utiliserai pas. Je suis pas 100% satisfait d'avoir pondu ça. J'ai dû aller trop vite pour moi pour la faire. Au passage, tout le monde a été super sympa avec moi dans ce laps de temps, donc si vous tombez sur cette vidéo, merci pour votre confiance. Derrière, j'ai enfin pu reprendre la création de vidéos courtes. Du coup, on arrive tranquillement à la fin du mois de juin, et j'arrive enfin à reprendre un petit peu en main le développement de MemoBoost. Il me reste que 3-4 jours pour pouvoir finaliser la version de base, donc techniquement, je suis plutôt content. Il me manque pas grand chose pour pouvoir arriver à mes fins. Et d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi, mais à ce moment-là, je commençais déjà à travailler sur quelques fonctionnalités bien plus avancées, alors que j'avais pas complètement fini le noyau solide. Bon, j'étais plus ou moins dans ma phase de rush, mais j'étais plutôt dans les délais. Donc c'était cool. J'avais encore le temps de pondre quelque chose pour le 30 juin. Mais grosse erreur de ma part, j'ai toujours pas défini précisément ce qu'allait être le proof of concept. Et ça, avec un peu de recul, c'est d'ailleurs extrêmement débile, parce que je pense que j'aurais réussi à finir sinon. Puis j'ai quand même commencé à mettre en place des éléments qui serviraient pas tout de suite, alors que j'ai pas peaufiné la base de l'application. Donc pourquoi j'ai fait ça ? J'ai aucune idée. Et le 27 juin à midi, je commence à mettre en veille mon ordinateur pour aller manger alors que je bossais sur Android Studio, quand soudain, mon ordi s'éteint tout seul. Bizarre. Est-ce que j'ai fait un misclick ? Non. Je tente de redémarrer mon ordi une première fois ? Rien. À ce moment-là, j'attends 2 minutes dans l'incompréhension, je retente encore de redémarrer mon ordi. Toujours rien, et pour cause. Mon PC vient de mourir sous mes yeux. Après des semaines de rush, j'avais toujours pas mal de projets réalisés. Au début d'ailleurs, je pensais que c'était mon alimentation qui m'avait lâché. Et finalement non. Ma carte graphique venait tout simplement de cramer. Et c'est complètement littéral, parce que quand j'ai tenté de redémarrer l'ordi en changeant juste l'alimentation, j'ai littéralement vu des flammes sortir de la carte graphique. Et pour pouvoir régler ça, il m'a fallu à peu près 1 mois pour tout recevoir. À cette période, c'était quand même super frustrant, hein. Surtout quand on ajoute les galères répétées avec la box. Ah, Internet. J'adore travailler pour toi. Et malgré tout ça, même si MemoBoost a été un peu mis au second plan dans ce laps de temps, je l'ai quand même promis cette appli. J'ai pas envie que ce soit un projet mort avant même d'avoir pu ouvrir un seul œil. Surtout que je suis pas tout seul dessus. Donc j'ai complètement redéfini ce que je devais faire. J'ai redéfini un vrai proof of concept, je me suis vraiment mis divers objectifs pour une appli la plus basique possible, et j'ai enfin pu me repencher dessus, à peu près autour du 20 octobre. Comme j'ai essayé d'éviter de parler trop des détails techniques jusqu'à maintenant, on va quand même le faire un petit peu. Mais pas de panique, absolument rien de complexe. Pour énormément de projets, comme pour les réseaux sociaux par exemple, le fonctionnement se base presque intégralement sur un système de gestion de base de données. Pour mieux visualiser, on peut voir un grand tableau Excel qui va contenir plein de données sur tous les utilisateurs du réseau. Par exemple, on a un utilisateur, on va l'appeler Robert. Robert, il a plusieurs attributs qui lui sont rattachés. Il a par exemple son pseudo, sa photo de profil, une courte description, etc. etc. Et bien, dans une base de données, qui est un genre d'immense grille, on aura une colonne qui va regrouper l'intégralité des pseudos de nos utilisateurs. Du coup, si on cherche dans cette colonne de pseudos, qui peut contenir des milliers d'éléments, on pourra retrouver notre Robert sur, par exemple, la ligne 2. Et si maintenant on cherche sa description, il faut regarder dans la ligne correspondant au pseudo Robert. Et on pourra retrouver toutes les informations qu'on a stockées concernant notre Robert, notamment
la description que l'on souhaitait récupérer, et cette description se trouve sur la même ligne, mais forcément dans une autre colonne, donc dans la colonne correspondant aux descriptions de tous les utilisateurs. Grâce à un langage qui s'appelle le SQL, on va pouvoir naviguer dans cette grille, et on va pouvoir soit intégrer de nouvelles lignes, donc de nouveaux utilisateurs, soit ajouter des colonnes, donc ça va être de nouveaux attributs pour chaque utilisateur, soit encore peut-être changer les valeurs déjà présentes dans certaines cases, etc. etc. Pour encore simplifier la visualisation, on peut voir ça comme une grande table. C'est donc le nom que l'on va donner à cette grille. Donc cette table, elle va correspondre à une rue. Cette rue, je vais l'appeler rue du Trébord. Dans cette rue, il y a quoi? Il y a 4 maisons. Chaque maison correspond à une ligne différente de ma table. Chacune de ces maisons possède forcément une adresse. Et je vais indiquer chaque adresse dans une case de la ligne de chaque maison. Donc 1 rue du Trébord pour la première ligne, 2 rue du Trébord pour la deuxième maison, etc. etc. À l'intérieur de chacune de ces maisons, il y a aussi des habitants. Donc par exemple, Robert vit seul au 1 rue du Trébord, Roberto et Roberta vivent au 2 rue du Trébord, etc., etc. On pourrait continuer cet inventaire encore assez longtemps si on voulait davantage d'informations. Maintenant, imaginons que je cherche à envoyer un colis à Roberto et à Roberta. Malheureusement, je ne connais pas vraiment leur adresse, mais je sais qu'ils habitent dans cette rue. Je vais donc devoir chercher dans ma table où ils habitent à partir de la seule information que j'ai en ma possession, leur nom. Et en naviguant dans ma table, je vais pouvoir retrouver qu'ils vivent au 2 rue du Trébord. Et c'est comme ça que fonctionne énormément d'outils que tu peux utiliser au quotidien. Donc tout ce qui est Instagram, YouTube, TikTok, bah ça fonctionne comme une espèce d'énorme système de gestion de base de données. En tout cas, ils fonctionnent tous à un degré ou à un autre comme ce système. Ils enregistrent des informations concernant des millions, voire des milliards d'utilisateurs, et ils vont les rechercher pour les ressortir plus tard. Et puisque je t'en parle, c'est bien évidemment comme ça que va fonctionner l'application MemoBoost, comme un système de gestion de base de données. On doit créer une table pour l'intégralité des cartes, chaque carte possède plusieurs informations, comme par exemple une question et une réponse, et dès que je clique sur une carte sur l'écran d'accueil, je vais aller chercher toutes les données correspondantes dans ma base de données, et je vais pouvoir les afficher pour mon utilisateur final. Finalement, je ne fais que créer une interface qui va manipuler une base de données. Après, le reste, c'est un peu de logique par-ci par-là, genre affiche-moi 12 fois tel élément sur cet écran. En bref, c'est pas très complexe, mais ça peut rapidement devenir assez long d'intervenir dessus et à mettre en place. Bon, avec toutes ces conneries, j'ai quand même fini par réussir à produire un proof of concept. Bien sûr, il est loin d'être parfait, hein, on va pas se mentir, mais je sais que dans le fond, il est vraiment pas passé loin de finir au panthéon des projets avortés. Donc je suis content d'avoir au moins trouvé la motivation de faire ça. De notre côté, on a encore pas mal d'améliorations potentielles qu'on a déjà en tête. Donc cette vidéo, elle fait plus office de devlog un peu chelou qu'autre chose, mais bien évidemment, si cette application n'intéresse personne, bah il y a de fortes chances qu'on arrête de passer du temps dessus. A contrario, si ça intéresse au moins un petit peu, bah là je me remettrai très certainement à bosser sur quelques améliorations et surtout sur l'interface visuelle, parce que là je sais que c'est pas fou, mais on a déjà des visuels qui sont prêts. Donc si jamais tous les liens utiles sont dans la description directement, donc que ce soit pour Can't Faith ou, plus important pour nous aujourd'hui, MemoBoost, moi en tout cas je te dis à très bientôt, c'était Survel, ciao.